Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Un petit mot au sujet de la semaine dernière. Peut-être que certains d'entre vous sont venus, mais comme il était indiqué sur le site, sur l'ENT, que le site était fermé en raison des blocages, en réalité c'était ouvert ici, mais oui, voilà, c'était toujours ouvert. Et un certain nombre de personnes, dont moi, ont cru que c'était fermé aussi. Donc voilà, désolé pour ceux qui sont venus pour rien la semaine dernière. Alors, je vais donc aujourd'hui achever le chapitre consacré à la question de la catégorisation. Vous vous souvenez que je m'étais arrêté sur ce commentaire de Lakoff au sujet du fait que la prise en compte d'une conception non classique de la catégorisation conduisait à renoncer à un certain nombre de caractéristiques fondamentales de ce que Lakoff appelle la vie intellectuelle occidentale, quand même une grosse simplification, mais admettons. Je vais donc maintenant entrer dans le détail de ce à quoi Lakoff réfère, c'est-à-dire aux travaux d'Eleanor Rosch sur la catégorisation, qui a introduit la notion de prototypicité ou de sémantique du prototype, catégorisation prototypique, etc. Donc on va d'abord le voir à partir de citations de Lakoff et ensuite du travail de Eleanor Rosch elle-même. Alors, dans cette citation, cette première citation, j'en ferai deux de Lakoff. Lakoff fait le lien entre la notion de couleur focale. Donc, vous vous souvenez, la notion de couleur focale, c'était l'idée que lorsqu'on considère une certaine couleur, le bleu, le vert, etc., il y a une certaine teinte de bleu ou une certaine teinte de vert qui est vraiment le vert focal, c'est-à-dire le vert par excellence, qui est au fond plus vert que les autres verts. Hein. Dans la gamme des verts possibles, il y a en général une sorte de vert qui est la couleur focale. Bon. Alors, à partir de cette idée, donc les couleurs focales correspondent aux meilleurs exemples d'une couleur donnée, Roche a étendu le résultat à partir des couleurs vers d'autres catégories, et en particulier des catégories d'objets physiques. Et elle a remarqué un certain nombre d'asymétries qu'on appelle donc les effets prototypiques, qui ont été, que je vais développer ensuite en vous montrant quelques-uns des critères qui sont utilisés pour mesurer le degré de prototypicité de certains objets, certaines catégories, enfin bon, les effets de prototypicité qui jouent sur certaines catégories. Donc, par exemple, on va dire les moineaux sont jugés comme étant, je vais revenir sur cet exemple tout à l'heure, sont jugés comme étant plus représentatifs de la catégorie oiseaux que les pingouins, les autruches, etc. Si vous voulez, quand on pense à la catégorie oiseaux, en général, on ne pense pas normalement à un pingouin, mais plutôt à quelque chose comme un moineau ou une autre sorte d'oiseau ressemblant à cela. Pour les chaises, les chaises de type de bureau sont plus représentatifs de la catégorie des chaises que le rocking chair, que les chaises de coiffeur, etc. Bon, ou les chaises électriques. Bon, donc, effectivement, le prototype de la chaise, c'est de la catégorie chaise. C'est une certaine sorte de chaise, mais pas n'importe laquelle. Bon. Donc, les membres les plus représentatifs, on va revenir en détail sur ces notions, les membres les plus représentatifs de la catégorie sont appelés les membres prototypiques. Bien, alors ça, si vous voulez, il faut avoir à l'esprit que lorsque Lakoff le présente, c'est dans ce livre, Women, Fire and Dangerous Things, de 87, cette notion de sémantique du prototype qui est aujourd'hui, qui fait vraiment partie des choses que tout le monde connaît, enfin qui sont le b.a.-ba disons, des problèmes de catégorisation, au point qu'il y a assez peu de recherches aujourd'hui sur ce genre de questions parce que
les points principaux sont acquis aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était perçu comme nouveau, comme vraiment une nouvelle façon de voir le concept de catégorie et l'opération cognitive de catégorisation. Alors, voici quelques exemples que donne Lakoff d'effets de prototypicalité, donc qu'on peut mesurer expérimentalement. Alors, il y a d'abord l'expérience. Pardon. Je couperai ça à l'enregistrement parce que. Il y a d'abord donc l'expérience dite ici de direct rating. Donc les sujets doivent juger, hein, c'est un jugement direct si on veut, doivent juger sur une échelle par exemple de 1 à 7 si tel membre, tel objet, tel être est un bon exemple de la catégorie. Donc par exemple on va dire la catégorie oiseau, de 1 à 7, est-ce que c'est un membre représentatif de la catégorie? Alors on va donner le moineau, le corbeau, l'autruche, le pingouin, le poulet, le poussin, et à chaque fois on va dire est-ce que c'est très représentatif de la catégorie oiseau sur une échelle de 1 à 7 par exemple. Bon, donc, c'est quand même assez faible comme moyen d'investigation, mais ça peut se pratiquer. Ensuite il y a le temps de réaction. Ça, c'est déjà un petit peu plus sérieux. On demande à des sujets d'appuyer sur un bouton, vrai ou faux, en réponse à un jugement du type, par exemple, un moineau est un oiseau, une autruche est un oiseau. Alors vous voyez, là, ça marche bien, mais quand on va dire une baleine est un mammifère ou un dauphin est un mammifère, les gens vont beaucoup plus hésiter que pour dire un chien est un mammifère. Bon. Donc, en fonction du degré de représentativité des membres de la catégorie, le temps de réaction sera plus ou moins long. Hein. Plus l'exemple sera représentatif de la catégorie, plus l'exemple sera prototypique, plus le temps de réaction sera court en général. Ensuite, il y a la production d'exemples, ça marche assez bien. Vous donnez un papier à des gens et vous leur dites, écrivez-moi le plus vite possible tous les noms de meubles qui vous viennent à l'esprit, tous les noms d'oiseaux qui vous viennent à l'esprit. Et là, forcément, vous allez voir que dans les listes, il y a des noms qui reviennent tout le temps et qui sont écrits en premier, et puis d'autres qui apparaissent toujours plus tard et rarement, etc. Donc forcément, ceux qui arrivent le plus fréquemment et en position plus haute sont les plus prototypiques. Ensuite, il y a les asymétries dans les jugements de similarité. Alors, c'est un cas où on montre que des exemples moins représentatifs sont considérés comme étant plus similaires à des exemples plus représentatifs que l'inverse, hein, plus représentatifs de la catégorie. Alors, par exemple, donc, les Américains considèrent que les États-Unis sont un exemple très représentatif de pays. Hein. On demande à des Américains de donner un exemple représentatif de pays, forcément, ils vont dire les États-Unis. Et puis, dans une expérience où on demande à des gens de faire des jugements de similarité pour des paires de pays, eh bien, ils vont avoir tendance à dire, par exemple, que le Mexique est similaire aux États-Unis, au sens de similaire en tant que pays. Mais ils n'auront jamais l'idée de dire que les États-Unis sont similaires au Mexique. Parce que eux, leur exemple prototypique, ce sont les États-Unis, leur exemple prototypique de pays. Donc on a tendance à prendre comme base d'un jugement de similarité l'exemple le plus représentatif de la catégorie. Là, voilà, il renvoie ici à des études de Roche, de Tversky, etc. Et puis, il y a aussi des asymétries dans la généralisation. Alors, par exemple, on a montré que des sujets sont plus enclins à penser qu'une maladie se diffuse des moineaux aux canards sur une île plutôt que des canards aux moineaux. C'est-à-dire que si une maladie se diffuse, elle va se diffuser plutôt
depuis les exemples représentatifs jusqu'à ceux qui sont moins représentatifs que l'inverse. Bon, là, on commence à être dans des tests peut-être un petit peu plus délicats. Mais en tout cas, il me semble moi que ces deux types de la mesure du temps de réaction et la production d'exemples sont les épreuves les plus faciles à mettre en œuvre pour juger, comme ça, pour évaluer des degrés de prototypicalité de membres de certaines catégories. Alors maintenant, je vais vous présenter vraiment quelques points importants du fameux article de Roche sur la catégorisation qui a donné lieu à tous ces commentaires, à toutes ces analyses. Enfin, ce n'est pas un seul article, mais c'est un article important parce qu'elle a synthétisé ses idées sur la catégorisation. Je vous ai mis un lien ici qui est un lien sur Internet, et sur le site du cours, vous verrez, il y a un lien sur l'article. C'est un article qu'il faut connaître parce que vraiment cette notion de prototype, de prototypicalité en linguistique cognitive et même dans les sciences cognitives en général, c'est très important, et c'est vraiment, ça vient de Roche. Ça a été développé ensuite par toutes sortes d'autres auteurs, mais c'est quand même le texte, c'est quand même intéressant. C'est pour ça que je prends, vous aurez remarqué dans ce cours, au lieu de juste vous expliquer les concepts tels qu'on les entend aujourd'hui, j'essaie de vous montrer un petit peu l'épaisseur historique de ces notions et de vous montrer comment elles ont émergé, parce que, disons, ça permet d'avoir une idée, disons, un peu plus riche de ces concepts. Alors, dans cet article, elle donne d'abord un certain nombre de principes, deux principes de base qui sont mis en jeu pour la formation des catégories. Alors, le premier principe, c'est un principe d'économie, en fait. Il a un rapport avec la fonction des systèmes catégoriels, et il dit, ce principe, que la tâche d'un système catégoriel est de fournir un maximum d'informations avec un effort cognitif le plus petit possible. Le plus d'informations avec le moins d'effort cognitif. Ça, au fond, c'est quelque chose qui est une sorte de grande loi comment dire, qui s'applique à toutes sortes de processus cognitifs, pas seulement linguistiques, pas seulement catégoriels, etc. Et puis le second principe, il a à voir avec la structure de l'information qui est fournie par les systèmes catégoriels, et il consiste à dire que le monde perçu est déjà structuré dans l'information qu'il fournit. Il y a déjà de l'information structurée dans le monde perçu. Et le monde perçu n'est pas perçu comme étant pourvu d'attributs complètement arbitraires. Comme ça. On va le voir avec des exemples. Alors, le premier principe d'économie cognitive. Alors, si vous voulez, je commente un petit peu cette citation. Le premier principe contient cette notion de sens commun, que pour un organisme, on espère ce qu'on espère avoir comme bénéfice à partir d'une catégorie, c'est une grande quantité d'informations au sujet de l'environnement, tout en conservant des ressources c'est surtout des ressources finies, des ressources le plus faible possible. C'est-à-dire on veut dépenser le moins de ressources possible pour obtenir la plus grande information. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas insisté, mais un système de catégories, il faut bien avoir à l'esprit que c'est quelque chose qui vous donne une information sur un objet. C'est-à-dire, si... il faudrait prendre un exemple. Bon, je prends un exemple tout bête, là, je prends la chaise. Mais après, il faudrait que je trouve un exemple un peu plus illustratif. Si vous avez une catégorie de chaises qui est construite dans l'expérience, vous avez vu toutes sortes de chaises, etc., vous avez une catégorie de chaises. Le fait qu'on vous dise ou de percevoir à partir d'un indice que tel objet appartient à cette catégorie des chaises,
vous donne toutes sortes d'informations que l'objet que vous voyez ne vous donne pas forcément. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez mis un objet dans une catégorie, mettons un objet dans la catégorie chaise, vous savez, même si vous ne pouvez pas le voir, que c'est un objet que vous pouvez déplacer, sur lequel vous pouvez vous asseoir, etc. Imaginez par exemple qu'on vous dise, vous arrivez dans une pièce, je ne sais pas où m'asseoir, et puis qu'il y a un objet bizarre dans un coin, puis on vous dit, mais tiens, prends ça, c'est une chaise. Mais en fait, ça ne se voit pas parce que, je ne sais pas, moi, le socle de la chaise se relève, est caché, c'est une chaise bizarre. Bon, à partir du moment où on vous dit cet objet est une chaise, vous savez ce que vous pouvez en faire. Vous avez des informations sur lui. Hein. Donc en fait, l'intérêt de la catégorisation, c'est ça. C'est une fois que vous avez des catégories, vous avez des stocks d'informations que vous pouvez transférer sur toutes sortes d'objets. À partir du moment où on vous dit cela appartient à la catégorie, vous pouvez inférer toutes les propriétés que vous connaissez de la catégorie sur cet objet. Alors, oui. Par exemple, par rapport aux épices. Oui. Si il y a une épice qu'on ne connaît pas, alors qu'on connaît certains autres épices, on vous dit que c'est un peu pimenté, on sait déjà que ça ressemble à un épice qu'on connaît qui est pimenté. Oui, alors pimenté, épice pimentée, on pourrait dire que c'est une catégorie, hein, une sous-catégorie de la catégorie générale épices. Mais même, simplement, imaginez qu'il y ait dans une pièce des boîtes avec des poudres et que certaines soient des produits chimiques, certaines soient du sable, etc. Bon, on ne peut pas forcément reconnaître visuellement, perceptivement. Hein. Vous voyez des grains de couleur dans des bocaux. Bon. À partir du moment où on va vous dire dans ce bocal ce sont des épices, vous avez tout de suite plein d'informations qui vont au-delà de ce qui est perceptible, en fait. Voilà, même chose si on vous dit attention, ça c'est un produit toxique, etc., etc. Bon, on pourrait trouver d'autres exemples. Ça marche aussi en linguistique. Hein. Si on vous dit tel mot, ça c'est une préposition. En principe, si vous avez des connaissances linguistiques, vous pouvez en inférer un certain nombre de propriétés. Vous savez que c'est un variable, etc., etc. Voilà, donc les catégories, elles servent à véhiculer de l'information sur le monde pour, en quelque sorte, compenser les informations que nous donne notre système perceptif. Bon. Alors, simplement, ce qui est important, là, dans cette première citation d'Eleanor Roche, c'est l'idée que la catégorisation est liée à un certain objectif. En fait, on catégorise spontanément en fonction de certains objectifs. Alors, attention, là, on n'est pas encore dans la catégorisation linguistique, on est dans la catégorisation en général. Alors, je poursuis donc la citation. Donc, l'idée de la catégorisation, c'est de prendre en considération non seulement qu'il y a des stimuli qui sont équivalents à d'autres de la même catégorie. D'accord, hein. Pour maîtriser une catégorie, il faut que je puisse reconnaître ce qui est similaire entre des membres d'une catégorie. Mais, ajoute-t-elle, il faut aussi que je sois capable, avec dans les processus qui me permettent de maîtriser une catégorie, il faut que je sois capable de différencier les membres qui n'appartiennent pas à la catégorie par rapport à ceux qui appartiennent. Donc il faut que je maîtrise à la fois les ressemblances et les différences. Alors, d'un côté, je traduis là, d'un côté, il semble que ce soit un avantage pour l'organisme d'avoir le plus de propriétés possibles, prédictibles, à partir d'une seule propriété. C'est-à-dire que
à partir d'une propriété, vous mettez l'objet dans la catégorie, et une fois qu'il est dans la catégorie, il a plein d'autres propriétés. D'accord ? Un principe, alors le problème, c'est que ce principe qui voudrait qu'on ait beaucoup de propriétés, eh bien, il conduirait à la formation d'un très grand nombre de catégories, avec de très fines discriminations entre les catégories, avec des discriminations entre les catégories aussi fines que possible. C'est-à-dire, si vous voulez un maximum d'informations sur une catégorie, il faut que votre catégorie soit... Enfin, forcément, plus vous donnez de l'information sur une catégorie, plus la catégorie se réduit. Si vous parlez, je sais pas, de chaises, vous allez... soit vous parlez de chaises en général si votre besoin ne va pas plus loin, mais quand on vous parle d'une chaise, vous n'avez pas beaucoup de propriétés. Vous avez la propriété pour s'asseoir, le fait qu'il y ait un dossier, bon voilà. Mais vous ne savez pas si la chaise elle est en bois ou en métal, si elle a des roulettes, si elle n'en a pas, si elle se bascule comme une... Enfin bon, bref, etc. Si vous voulez intégrer ces informations, est-ce qu'il y a des roulettes, est-ce qu'il n'y en a pas, etc., ben, forcément, à chaque fois, vous créez une sous-catégorie. Hein. Donc le problème d'avoir beaucoup d'informations, c'est que plus on a d'informations, plus on a des sous-catégories. Donc en fait, on adapte notre catégorisation en fonction des buts. Je continue. D'un autre côté, un des buts de la catégorisation, c'est de réduire les infinies différences entre les stimuli, donc entre les objets qu'on veut catégoriser, on veut les réduire à des proportions cognitivement et comportementalement utilisables. C'est un avantage pour l'organisme de ne pas trop différencier un stimulus des autres quand la différenciation n'est pas pertinente pour l'objectif qu'on a. Donc vous voyez que ces deux tendances, d'un côté, on veut de l'information autant que possible, c'est possible, mais si on en a trop, eh bien, on va avoir besoin d'un effort cognitif très grand. Et puis, donc, d'un autre côté, on voudrait retenir pour les catégories que ce qui est pertinent pour un but. D'accord ? Bon, par exemple, ce matin, là, j'avais un examen dans une salle où il n'y avait pas assez de chaises. Bon, j'avais besoin de chaises en plus. Bon, donc, j'avais besoin juste d'une catégorie générale de chaises, hein, qu'elles soient en métal, en bois, même qu'elle ait des roulettes, à la limite, ça m'était complètement égal. Je n'allais pas dire, aller dans une autre salle et dire est-ce que vous avez des chaises en bois ? Ça aurait été... Pourquoi j'aurais eu besoin de mobiliser cette catégorie alors que ça ne correspond pas du tout à mon but ? Donc en fait, spontanément, dans notre système collectif, on adapte nos catégories au but que nous avons. Dire que si, par exemple, vous êtes dans un endroit où vous êtes dehors, vous êtes un clochard, vous êtes dehors et vous avez besoin de faire du feu pour vous réchauffer, vous allez chercher des chaises, en bois. Hein. Si vous êtes, par exemple, vous entrez dans un bâtiment et vous cherchez des trucs en bois, ah tiens, il y a une salle de cours, vous allez prendre les chaises en bois. Donc là, la catégorie chaises en bois, ça va être une catégorie générale objets en bois, objets qui brûlent, objets qui peuvent brûler pour produire de la chaleur. Et à ce moment-là, les sous-catégories vont être chaises en bois, bureaux en bois, n'importe quoi, qui brûle. Hein. Bon, donc en fait, c'est pour ça que je précisais bien qu'on est là dans la catégorisation en général et pas dans la catégorisation langagière, parce que dans la catégorisation langagière, on a on a quand même des unités lexicales qui véhiculent des catégories assez stables dans une culture donnée. Mais en fait, nos systèmes catégoriels sont très souples et s'adaptent au but que nous avons. Hein. Un exemple, je veux dire, il y a toutes sortes de catégories qu'on appelle parfois des catégories ad hoc. Hein. Ça, c'est un certain Boursalou qui a développé cette idée, mais des catégories qui peuvent être des choses qu'on peut offrir pour un anniversaire. Voilà. Bon, alors après, tout dépend de votre milieu social, de votre fortune, etc. Mais bon, je ne sais pas, moi, dans une feuille de papier blanche ne fera jamais partie de la catégorie chose qu'on peut offrir pour un anniversaire. Hein. Ou alors, c'est vraiment... Vous allez faire des déçus.
Bon, bref, chose qu'on peut emporter sur une île déserte si on était Robinson Crusoe. Chose que je prendrais en priorité si ma maison était en feu. Une catégorie tout d'un coup qui va être pas du tout stabilisée dans le lexique, hein, mais qui va exister et qui va correspondre à un certain but. Alors, le deuxième principe, outre donc cette sorte de dialectique entre le maximum d'économie et le maximum d'information, hein, donc cette dialectique, vous avez compris, elle est résolue par la question de la finalité, de la catégorisation. L'autre principe, c'est l'idée que donc le monde est structuré, le monde externe est structuré. Elle précise d'abord qu'elle est dans une méthodologie différente des stimuli de laboratoire. Donc elle est dans des conditions qu'on appelle aujourd'hui un peu écologiques, hein, ce qu'on appelle les conditions écologiques d'expérimentation. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, hein, quand on n'est pas dans le laboratoire. Eh bien, voici ce qu'elle défend comme idée, c'est l'idée que les objets matériels du monde sont perçus comme ayant ce qu'elle appelle donc des structures corrélatives, corrélationnelles. C'est-à-dire que les propriétés qu'on observe dans le monde sont reliées les unes aux autres. Exemple. Pour quelqu'un qui perçoit des attributs, donc des propriétés, des choses, etc., comme des plumes, de la fourrure, des ailes. Donc, je vois des plumes, des ailes. Donc, ce sont, si on veut, ce sont des propriétés. Objet qui a des plumes, objet qui a des ailes, objet qui a de la fourrure. Eh bien, c'est un fait empirique, fourni par le monde perçu, que les ailes sont souvent co-occurrentes avec les plumes, plus qu'avec la fourrure. Et ça, c'est une propriété du monde perçu. Hein. C'est-à-dire que dans une culture donnée, enfin, en l'occurrence ici, qui serait assez commune, qu'il s'agisse des États-Unis, de l'Europe, etc., quand on voit des objets ou des êtres qui ont des plumes, on s'attend à ce qu'ils aient aussi des ailes. Hein. On ne va pas se dire « Ah tiens, il y a des plumes » et puis « Ah tiens, il y a aussi des ailes ». Non, on s'attend à voir des ailes. Bon, qu'est-ce qui peut avoir des plumes et pas d'ailes? Je ne sais pas moi, des Indiens avec un chapeau avec des plumes. Mais bon, ou des danseuses du Lido. Bon, bref. Qui ont des plumes mais pas d'ailes. Bon, mais en général, si vous voulez, c'est une sorte de... Vous savez, notre système cognitif, il enregistre statistiquement les récurrences, les co-occurrences du monde externe. Donc, au bout d'un moment, on a des connaissances qui viennent de ce qui va toujours ensemble dans le monde qu'on perçoit. Bien. Donc, le monde nous apparaît comme structuré déjà. Un autre exemple, si on prend un agent avec un programme moteur de s'asseoir, donc quelqu'un qui veut s'asseoir, hein, c'est un fait c'est un fait existant dans le monde perçu que les objets qui ont les attributs perceptuels des chaises ont plus de chances d'avoir une possibilité de s'asseoir, hein, d'être fonctionnellement pratique pour s'asseoir, que des objets qui ont l'apparence des chats. Hein. C'est-à-dire, si vous cherchez quelque chose pour vous asseoir, vous savez que, en général, il y a une co-occurrence entre un objet qui ressemble à une chaise et le fait qu'on puisse s'asseoir dessus. Bon, c'est tellement évident que ça paraît absurde de dire cela, mais ça fait partie de la catégorie chaise. Hein. C'est-à-dire la catégorie chaise, elle est purement conceptuelle, mais elle est associée aussi dans le monde à des objets qui ont telle ou telle forme, telle ou telle apparence perceptive. Bon, donc on est habitué, disons, dans notre monde, à des co-occurrences. Bien. Donc, en résumé, les combinaisons de ce qu'on perçoit comme attributs d'objets réels n'apparaissent pas d'une manière uniforme.
un certain nombre de paires, de triplets, etc., sont plus probables et apparaissent en combinaison, parfois avec un, deux ou parfois plusieurs autres attributs. D'accord ? Et puis dans certains cas, il n'y a pas du tout de co-occurrence prévisible. D'accord ? Donc c'est l'idée que le monde externe est déjà structuré. C'est-à-dire notre rapport au monde en général n'est pas un rapport, si vous voulez, complètement vierge. Hein. On ne peut pas ne pas avoir, dans son existence, depuis qu'on est enfant, avoir remarqué, intégré sans en être conscient, des liens entre des propriétés du monde. Ce qui, bien sûr, va jouer un rôle dans la catégorisation. Alors, une dernière citation sur le même sujet qui montre bien la dimension, si vous voulez, non idéaliste, incorporée, hein, embodied de cette conception de la cognition et de la catégorisation. Donc il faut remarquer, il faut insister sur le fait que nous sommes bien en train de parler du monde perçu. Hein. Donc du monde perçu réellement. Pas d'un monde conçu, idéalisé, d'un monde métaphysique, sans une personne qui connaît, qui perçoit. Je continue à traduire plus ou moins la citation. Les sortes d'attributs qui sont perçus sont bien sûr spécifiques à une espèce. Le sens de l'odorat d'un chien est bien plus différencié que celui d'un humain, et la structure du monde pour un chien doit sûrement inclure des attributs de l'odorat que nous, en tant qu'espèce humaine, nous sommes incapables de percevoir. Donc, tout ça, vous voyez, ça rejoint la critique de Lakoff contre l'objectivisme. Ce dont nous parlons là, ça n'est pas d'un monde externe qui existe indépendamment des êtres vivants qui sont dans ce monde. Le monde externe, le monde d'un chien, le monde d'un humain, ça n'est pas le même. Donc, en outre, parce que le corps d'un chien est construit différemment de celui d'un humain, ses interactions motrices avec les objets sont nécessairement structurées différemment. The out there, donc le monde externe, hein, le monde réel, quoi, d'une chauve-souris, d'une grenouille ou d'une abeille est sûrement plus différente encore de celle d'un humain. Les attributs vont les attributs vont être perçus en fonction de la capacité, compte tenu de la capacité de les percevoir, est indubitablement déterminé par toutes sortes de facteurs qui ont à voir avec les besoins fonctionnels du sujet ou du sujet de connaissance, là, du sujet de la perception, qui interagit avec l'environnement physique et social. Voilà, et puis elle ajoute que ce qui va influencer le système, la façon dont les humains vont définir les différents attributs, eh bien, c'est le système de catégories qui existe dans la culture à un moment donné. Et il ne le dit pas, mais qui est transmis par les langues, en particulier par le lexique des langues. Donc, par conséquent, notre segmentation du corps d'un oiseau comme ayant comme attribut des ailes est influencée non seulement par des facteurs perceptifs, comme des lois de la Gestalt qui nous amèneraient à considérer les ailes comme partie séparée du corps. C'est-à-dire que si on voit les ailes dans l'oiseau, c'est pas seulement parce que objectivement il y a des ailes, mais c'est parce que notre catégorie, hein, nous avons une catégorie culturelle et linguistique appelée oiseau. C'est-à-dire, comme nous savons depuis toujours que oiseau, ça a des ailes, etc., nous percevons plus facilement les ailes grâce au fait que nous avons cette catégorie. Oui ? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si
juste pour savoir si un animal donné est un oiseau, nous avons besoin d'un certain nombre de caractéristiques, dont peut-être les ailes. Et ensuite, on va dire que si nous savons que c'est un oiseau, nous percevons plus facilement les ailes. C'est un peu... oui, alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. En réalité, ce qui est caractéristique de ce qu'on va voir tout de suite, qui est donc la catégorisation selon le prototype, c'est précisément qu'elle ne se fait pas sur des attributs. Elle se fait sur des objets. Donc, un type d'oiseau, par exemple le moineau, et ce qu'on va mesurer, ce n'est pas du tout ses propriétés, voir qu'il a des becs, qu'il a des ailes, un bec, etc. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que l'objet qu'on me montre est similaire ou pas au moineau, ou à un exemple de moineau que je connais. Et c'est sur cette similarité que je vais pouvoir faire un jugement catégoriel. Mais en réalité, ce qu'elle veut dire ici, c'est qu'une fois que j'ai ma catégorie oiseau, je m'attends à voir des ailes. C'est-à-dire que si je vois des ailes, ça n'est pas seulement parce que les oiseaux sont objectivement faits avec des ailes, ce qui est vrai, malgré tout. Hein, les oiseaux ont des ailes. Bon, enfin, oui. Donc c'est une réalité, mais sa thèse, si vous voulez, c'est de dire que cette réalité, je l'aperçois d'autant mieux que j'ai une catégorie qui prévoit ça. Bien. Voilà, donc la fin de la citation revient sur la notion de co-occurrence des ailes et des plumes dans le monde perçu. Hein. Donc c'est bien dans le monde perçu, et pas dans le monde externe. Alors, j'en arrive donc à la sémantique du prototype. Elle se caractérise par deux idées fondamentales. Donc là, vous voyez, je vous ai donné un ancrage, quelques éléments d'ancrage dans la théorisation proposée par Eleanor Rosch elle-même. Et maintenant, je vais vous expliquer cette notion de prototype d'une manière plus, si vous voulez, comme on l'explique aujourd'hui, d'une manière contemporaine. Seulement, je vois qu'il est... ouais, je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer. Bon, on va voir. Alors, il y a deux idées principales, fondamentales, dans la notion de prototype. Il y a, premièrement, dans la sémantique du prototype, il y a d'abord l'idée qu'on a déjà introduite plusieurs fois de la notion même de prototype, et puis ensuite, il y a la notion de niveau de base qui est également très intéressante. Alors, la notion de prototype, on l'a déjà vu, vous voyez, on la présente parfois de cette façon-là, les différents oiseaux, dans une culture donnée, hein, ils peuvent se représenter sous forme de cercles concentriques où on s'approche là, dans le centre, de ce qui est le plus prototypique de la catégorie. Et vous voyez que l'autruche, le pingouin, etc. sont vraiment des membres périphériques. Hein. Un autre exemple qui a été testé par Eleanor Rosch, avec donc, vous voyez, un jugement sur une échelle. Mais on peut aussi le tester en disant aux gens, dites une liste de meubles qui vous vient à l'esprit. Vous voyez, on voit que la chaise, la table, le canapé, tout ça sont quand même les meubles prototypiques quand on pense à un meuble. Un lit est un meuble, mais un peu moins prototypique. Hein, ça veut dire que si je vous dis, dites-moi une sorte de meuble, c'est moins probable que vous disiez un lit, sauf si vous êtes très fatigué, par exemple, que vous disiez une chaise. C'est curieux parce que moi, quand je pense à un meuble, je pense tout de suite à une armoire, Non, mais là, c'est parce que... Non, mais... On ne fait pas une chaise, en fait. C'est curieux, mais... Oui. C'est peut-être culturel, mais moi, quand on dit un meuble... Vous pensez à une armoire. C'est quelque chose pour ranger. C'est plutôt quelque chose d'inamovible, surtout. C'est pas forcément quelque chose que je peux bouger facilement. Hein. Ah oui, c'est curieux, parce que meuble, ça signifie justement qu'on peut bouger. Hein. Oui, d'accord. Oui, un meuble... quelque chose d'assez compact, d'assez... Oui, d'accord, mais alors une chaise, ça vous paraît bizarre qu'on vous dise qu'une chaise, c'est un meuble? Non, un magasin de meubles, ça vous ferait « Ah tiens, il y a des chaises, c'est bizarre. » Quand on dit meuble, c'est pas forcément
faire une chaise que je pense en D'accord. Le canapé, déjà un peu plus, parce que c'est plus gros, c'est plus lourd. Oui, je comprends. Bah, c'est sûr que si dans votre catégorie meubles, vous avez la propriété est lourd, gros, etc., comme étant des propriétés définitoires, voilà. Il y a des variations individuelles. Hein. Même quand je pense au déménagement, au déplacement, Oui. tout ça, peut-être un peu moins, mais... Non, c'est pas ça, mais peut-être que votre rapport au mobilier, c'est un rapport de quelqu'un qui déménage souvent, donc les meubles lourds sont des meubles qui posent problème, et donc pour vous, voilà. Non, mais c'est intéressant ces variations individuelles, parce qu'elles existent toujours, hein. Ce sont des grandes tendances, évidemment. Mais elles sont vérifiées expérimentalement. On pourrait, bon, ça, si vous voulez, il y a deux façons de le voir. Au départ, ces études, elles ont été faites pour montrer la pertinence de la notion de prototype. Pas tellement pour étudier les meubles en eux-mêmes et savoir, mais on pourrait, je veux dire, reprendre ces études et voir un peu de plus près comment ces choses-là se structurent d'une culture à l'autre, etc., etc. Il y a sûrement des différences très intéressantes à noter, mais il y a peu d'études là-dessus. Je veux dire que ça peut être l'objet d'un doctorat d'ailleurs, hein, de travailler sur les variations culturelles en termes de catégorisation avec des protocoles du type donner des listes de mots, des vitesses de réaction, etc., etc. Mais vous voyez que bon, la télévision, le réfrigérateur sont vus comme des meubles. Alors pour vous, c'est peut-être le réfrigérateur. Non, pas le réfrigérateur quand même. Hein. Non, parce qu'en général, voilà, les gens qui disent, si on leur demande de dire des meubles et qui disent en premier réfrigérateur et télévision, c'est que leur vie en général se limite à manger et regarder la télévision. Enfin bref. Donc voilà un autre exemple. Et du prototype. Donc vous avez compris. Alors attention, ce sont, on va le voir, mais ce sera après les vacances du coup, ce sont des effets de prototypicalité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a un objet qui est forcément complètement prototypique de la catégorie, parce qu'une chaise en elle-même, elle est en tant qu'objet, au fond, très variable dans sa forme, dans sa matière, etc., etc. Alors, je terminerai sur la question des hiérarchies de catégories. Dans la catégorisation classique, en fait, je crois que on avait parlé de ça, des mots, des hyperonymes, des hyponymes, etc. Hein. Donc, dans la catégorisation classique, on peut aller à l'infini dans la précision, c'est-à-dire qu'on peut avoir la catégorie animale, une sous-catégorie vertébrée, une sous-catégorie mammifère, une sous-catégorie des chiens, une autre sous-catégorie des types de chiens, etc., etc. On peut descendre dans la hiérarchie catégorielle autant qu'on veut, et aucun niveau, enfin les seules relations qu'on retient sont des relations d'inclusion. Un niveau inclut ceux qui sont inclut les sous-catégories et est inclus dans une catégorie plus générale. Autrement dit, par exemple, si je prends chien, il va être inclusif à l'égard de caniche, teckel, etc. Donc ça va être une catégorie incluante de plusieurs sous-catégories, mais il va être inclus par rapport à la catégorie mammifère ou animal, etc. D'accord ? Et si je prends n'importe quel objet, je peux toujours trouver une catégorie plus large ou une catégorie plus petite. L'idée assez géniale de Roche, c'est de montrer qu'en fait, tous ces niveaux dans la hiérarchie n'ont pas le même statut. Et en fait, il y a un niveau avec lequel on fonctionne le plus souvent, qui est ce qu'elle appelle le niveau de base. Donc le niveau de base, c'est le niveau pour animal où on va dire le type d'animal, chat, chien, lapin. Au-dessus du niveau de base, il y a ce qu'on appelle le niveau superordonné ou supraordonné. Et en dessous du niveau de base, il y a le niveau infraordonné ou subordonné. Donc vous voyez, pour animal, on aura donc chien, chat, lapin, etc., niveau de base. Pour les fruits, ça va être pommes, poires, etc., qui va être le niveau de base, mais fruits qui va être superordonné, et le type de fruits comme golden, etc., pour pommes, qui va être le niveau subordonné. Et pour meubles, ça va être le type de meuble, donc chaise, etc., qui va être le niveau de base. Alors, pourquoi on fait cette distinction ? En fait, les objets de base, les objets du niveau de base, sont les objets, au fond,
pour les définir très rapidement, ce sont les catégories les plus générales qui restent représentables. C'est-à-dire que vous pouvez dessiner un chien, un chat, etc. Ça correspond à une sorte d'image mentale. Vous ne pouvez pas dessiner un animal. Vous ne pouvez pas dessiner un vertébré. Oui. Mais vous pouvez dessiner un chien. Alors certes, vous pouvez dessiner aussi un teckel, etc. Mais teckel, ce n'est pas le niveau le plus général que vous pouvez encore dessiner. Donc c'est comme ça qu'on caractérise le niveau de base. C'est le niveau le plus général qui reste accessible cognitivement en termes de gestalt perceptive. Alors, on peut caractériser de cette façon-là la hiérarchie des catégories. Au niveau de base et au niveau subordonné, les membres ont une gestalt semblable. C'est-à-dire que toutes les chaises, toutes les pommes se ressemblent. Mais tous les fruits ne se ressemblent pas perceptivement. Ils peuvent être représentés, ça je l'ai dit, et donc le niveau de base est le plus abstrait pour une similarité des formes globales des membres. Le niveau de base et le niveau subordonné déterminent aussi un programme d'interaction, c'est-à-dire que si vous avez une chaise, vous savez que un programme d'interaction, ça veut dire qu'une chaise, ça sert à s'asseoir. Bon, vous interagissez avec l'objet, vous savez que ça correspond à un certain type d'interaction. Meuble, ça ne correspond pas à un certain type d'interaction, sauf à la limite si vous êtes déménageur. Ensuite, on remarque que le niveau de base, c'est celui qui est le plus rapidement identifié. C'est-à-dire que si on montre à des gens des images, de chiens par exemple, ils ne vont pas dire « Ah tiens, c'est un vertébré » ou « Ah tiens, c'est un animal ». Ils vont dire c'est un chien ou un chat. Ils ne vont pas non plus dire « Ah, c'est un teckel », pas forcément. Justement, j'avais lu un peu là-dessus, je crois que c'est une étude menée aux Pays-Bas. En fait, on montrait des types de pantalons à des passants, et puis on leur demandait en fait d'identifier le pantalon. Et en fait, systématiquement, les gens disaient c'est un pantalon avant de préciser, sauf pour un type de pantalon, les jeans. Et là, les gens disaient systématiquement un jean avant de dire un pantalon. Ah oui. Donc ça, c'était pas le niveau de base qui était utilisé, et justement, ça permettait, enfin, ça faisait dire aux auteurs de l'étude qu'il fallait peut-être justement faire des ajustements et qu'il fallait quand même être un peu plus précis, et qu'on ne pouvait pas toujours partir du principe que le niveau de base était forcément toujours le niveau le plus facile à identifier. Oui. C'est très intéressant. Vous pourriez retrouver la référence dans le manuel que vous m'aviez envoyé fermer le handbook of... Ah, d'accord. Ah, ben écoutez, je ne me souvenais plus de cet exemple. Oui, ben écoutez, c'est une bonne remarque parce qu'en effet. Ça va être le chapitre 5, là, Transient Salience. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, en effet, dans certains cas, on peut avoir des sortes de catégories. C'est une sorte d'autres catégories de base en réalité, quoi. Le jean, puisque en fait, il y a différentes sous-sortes de jeans, mais on met soit un pantalon, soit un jean d'une certaine façon. En fait, on a deux catégories de base et il n'y a pas une catégorie générale. Finalement, si les gens répondent ça, ça veut dire que leur catégorie pantalon n'inclut pas le jean, à mon avis. Mais il faudrait que je reprenne cet exemple. Bien, alors écoutez, si vous voulez bien, on va arrêter là, je vois qu'il est l'heure. Je reviendrai peut-être très rapidement à la rentrée sur ces questions. Donc la rentrée, c'est fin janvier. N'oubliez pas de m'envoyer vos travaux personnels jusqu'à début janvier. Il faut me l'envoyer avant le 10 janvier. Mais peut-être, si j'y pense, je mettrai un petit rappel sur le site du cours. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances de Noël, et puis à très bientôt alors.